Je suis Sylvain Germain, maire de la ville de Donnacona, et vous êtes à Vision Donnacona. Aujourd'hui à l'émission, un tournoi de curling amical, Pépé et sa guitare nous rend visite à la Maison de la Culture et les retrouvailles nostalgiques du Club 4H. Bienvenue à votre Vision Donnacona. Bonjour et bienvenue à une troisième édition de Vision Donnacona. Je suis présentement au tournoi de curling du 100e de Donnacona et je vous laisse avec un reportage de Mick Landry qui nous fait revivre des bons souvenirs avec le club des 4H. Je suis aujourd'hui à l'église Sainte-Agnès de Donnacona dans le cadre des retrouvailles des clubs 4H. Je suis avec Jean-Michel, Isabelle, Jean-Pierre, Marilène et Guy. Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait m'expliquer qu'est-ce que c'était les clubs 4H? Justement, c'est un club qui est parti il y a plusieurs années. C'est des gens qui ont fondé un mouvement de jeunes qui appelait ça dans le temps le gardien des ressources naturelles. Le premier club, il a été fondé à Vallée-la Matapédia. Et ensuite, bien, c'est ça, des mouvements sont formés à différentes régions. Puis nous, de Donnacona, le club a été fondé en 1961. Il y avait un côté masculin. Ensuite, on a eu le côté féminin. Et c'est ça qu'on a... ce soir, on voulait se retrouver, se rappeler des bons souvenirs. Pour nous, c'était un super bon moment de se remémorer des souvenirs parce que on a préparé des photos, on a regardé des vidéos. D'où est venue l'idée de se retrouver après tant d'années? C'est un soir, on avait une soirée de bénévoles pour le Festival de blues de Donnacona. Jean-Michel, qui était le président à l'époque, moi je suis toujours là presque à toutes les soirées. Puis près du bar, en prenant une bière, on s'est dit pourquoi pas, on ferait pas une retrouvaille. Jean-Michel a dit on le fait au 100e de la ville de Donnacona. Le maire était avec nous à ce moment-là, puis il a acquiescé le projet, puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est bon. Et puis ce soir, quel genre d'activité on peut s'attendre? Bien, en fait, ça va être une retrouvaille, c'est-à-dire qu'on est là depuis plusieurs années. Donc, toutes les générations du mouvement de Donnacona, du club de Donnacona sont invitées. Mais évidemment, ça va commencer par la partie un petit peu plus protocolaire où on va faire comme au début de chaque rencontre 4H qu'on avait, c'est-à-dire l'hymne 4H. On va chanter ensemble l'hymne 4H. On va faire le salut au drapeau 4H. Et la soirée va commencer pour nous comme ça. L'activité va commencer. Venez-vous en avant, mettez-vous en rang, taisez-vous, ça commence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4 Ça va être une soirée où on va regarder bien des albums photos. On va regarder peut-être quelques DVD, quelques anciens vidéos. Puis, histoire de se remémorer plein de bons souvenirs. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça a quand même touché plusieurs générations. Donc, on a bien hâte de voir si plusieurs de ces générations-là vont être là. Par contre, le noyau qu'on est ici aujourd'hui, on a touché un petit peu plus les années 80. De la période 4H, le début 80 jusqu'à fin 80, là même 92, 93 peut-être pour d'aucuns. Donc, c'est une période où peut-être on va retrouver plus de partisans ce soir, mais on sait déjà là, qu'il y a des gens de d'autres générations qui vont être là. Donc, on s'attend à une belle soirée pour se remémorer plein de bons souvenirs. Quatre h c'est quoi ça veut dire 4H? Les 4 H, c'était 4 qualités qui commencent par la lettre H. Honneur, honnêteté, habileté et humanité. Donc, c'était des valeurs, des qualités qu'on essayait de promouvoir comme membres puis auprès des jeunes qu'on animait. Excellent. Et puis aujourd'hui, est-ce que les clubs 4H continuent de persister? Est-ce que c'est... La responsable, la directrice des clubs 4H du Québec, qui va être ici ce soir, entre autres, André Gignac, Mme André Gignac. Elle me disait que dans la région de Québec, il reste un club juste dans une commission scolaire, parce qu'il y a des clubs qui ont des écoles qui tiennent un club 4H. Mais présentement, c'est plus orienté vers la région de Montréal, qui en a beaucoup plus de clubs. C'est dommage un peu parce que c'était un beau mouvement là, qu'on aurait aimé que ça continue, mais
Dans le temps, les bénévoles, les jeunes vieillissaient, puis on avait chacun d'autres choses à s'orienter. Mais c'est dommage, mais par contre, j'aimerais ça que ça revienne un jour ici dans le coin. Ce qui me vient en tête, la première des choses, le mouvement 4H m'a permis d'être un peu ce que je suis devenu aujourd'hui, dans le sens qu'à l'époque, là, j'étais extrêmement timide, très timide. Et là, maintenant, ben, je vois Guy qui est à côté de moi, puis souvent, quand on a des conférences de presse, ben, Guy est là en arrière, puis il m'achète tout le temps en me disant « Bon, Sylvain, tu dis que tu vas prendre 2-3 minutes, tu vas en prendre 10-15. » Parce qu'on a de la misère à me tasser quand je commence à parler, vous le voyez d'ailleurs. Mais effectivement, moi, les 4H, pour moi, là, ça a été de me donner des coups de pied pour monter ici sur la scène, venir faire des sketchs, avec, entre autres avec Martin, le frère à Guy. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes pour qu'ils puissent s'intéresser au Club 4H? Quel message vous aimeriez dire à la prochaine génération, peut-être? Étrangement, le mouvement 4H qui est arrivé, je pense que c'est 42, oui. Premier Club 4H fondé. Étrangement, on peut dire que le mouvement était très avant-gardiste parce qu'on parlait déjà de sauvegarder nos ressources naturelles et je pense que c'est un sujet qui est pas mal d'actualité à ce moment-ci. Et c'est pour ça, justement, qu'on retrouve des clubs 4H dans des commissions scolaires, dans des écoles, parce qu'eux autres ont trouvé important de poursuivre cet élément-là. Mais on peut juste dire que c'est un mouvement qui est très près de nos ressources naturelles et avec plein de belles qualités et de valeurs. Puis c'est un mouvement où il fait bon se rassembler, mais surtout, il fait bon d'apprendre plein de choses qui en lien justement avec nos ressources naturelles. Puis des fois, on est porté à oublier ce petit élément-là, mais il faut se rappeler d'où on vient, il faut retomber des fois à la base, à nos racines. C'est un petit peu ce qu'on fait dans le mouvement. Excellent. Merci pour l'entrevue et puis je vous souhaite une très belle soirée retrouvailles. Merci. 4H. Présent! Nous sommes présentement avec Jean Noreau, organisateur du tournoi de curling du 100e de Donnacona. Bonjour, bienvenue à Vision Donnacona. Ça fait plaisir. Oui, dans le fond, je voulais savoir, ça fait combien d'années qu'il y a des tournois de curling à Donnacona? Je sais que c'est la première année pour le 100e, mais est-ce que c'est régulier qu'il y a des tournois de curling? Oui, ça fait à peu près 20 ans que le club est situé ici à Donnacona, en dessous de la polyvalente. Okay. Et pendant la saison, il y a à peu près 5 à 6 tournois pendant toute la saison. Qui sont les joueurs qui participent au tournoi de curling? Est-ce que c'est des joueurs connus ou c'est des ligues amateurs? Dans les tournois comme celui-là présentement, c'est en majorité des membres du club et des invités. Personnellement, je connais pas beaucoup le curling, mais je trouve qu'il y a certaines similarités avec les quilles. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais on dit souvent que les quilles, le curling, le golf, ne sont pas vraiment des vrais sports. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là? Moi, je les inviterais à venir brosser une coupe de pierre et on se rendrait compte que c'est un vrai sport. L'autre particularité du curling, moi, j'appelle ça comme étant aussi un jeu d'échecs sur glace. Donc, il y a beaucoup de stratégies, plus qu'au quilles, puis peut-être plus qu'au golf, où au golf, c'est de l'habilité pour amener la balle vers le green, alors qu'au quilles, c'est de l'habilité pour lancer la boule parfaitement, alors qu'au curling, c'est un jeu d'équipe. Si un joueur de l'équipe ne fonctionne pas, toute l'équipe ne fonctionnera pas. Oui, puis dans le fond, j'imagine que le monde qui ne connaisse pas ça, ils ne comprennent pas à quel point, d'après moi, c'est assez physique quand même. Le lendemain, quelqu'un qui n'a jamais joué au curling, le lendemain doit avoir quand même mal partout. On se rend compte qu'il y a des muscles qui ne travaillent pas généralement, puis les épaules, les cuisses, c'est souvent les maux que les gens ont comme problème les premières fois qu'ils viennent jouer au curling. Par contre, quand on joue régulièrement au curling, souvent on a des problèmes de genoux, par exemple. Lors des glissades, là, on vient qu'on développe des maux de genoux. Bien justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a souvent du monde qui tombe sur la glace ou c'est rare un peu? Écoute, je veux dire, pour avoir joué au curling depuis plusieurs années, là, par année, on peut, je te dirais, compter sur ses doigts d'une main le nombre de personnes qui vont tomber. On est vraiment chanceux dans notre sport qu'il n'y ait pas plus d'accidents, là, parce qu'on est quand même sur une surface excessivement glissante. Oui, absolument. Surtout pour moi, c'est glissant, mais je vois avec vos souliers, ça a l'air quand même à très bien aller quand même. Oui, bien nous, on a des semelles antidérapantes en dessous de nos souliers quand on brosse. Puis quand on veut glisser, bien là, on a des semelles glissantes, là, soit en téflon ou en stainless steel, comme moi je porte. Pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas beaucoup le curling, qu'est-ce que vous lui diriez pour dire ça vaut la peine de venir jouer ou de venir assister à une game?
Je te dirais que la première fois, je te dirais de plus à jouer une game que d'assister à une game, parce que quand on assiste à des parties, des fois, on ne comprend pas nécessairement la subtilité des stratégies. Par contre, en jouant, tu te rends compte de l'habilité que ça te prend pour lancer la pierre, pour brosser, pour juger la vitesse des pierres qu'on lance. Ouais. Ces pierres-là, elles pèsent quand même 43 livres. Là, fait que faut quand même les lancer, les maîtriser. Fait que c'est plus, je te dirais, plus de jouer. Surtout que, comme nous, je vais faire de la publicité pour ma boîte. Le club, on a au moins 4 à 5 tournois par année où on peut inviter, où les gens, la population en général, sont invités à venir jouer avec nous. Là. On fait les équipes en conséquence, on les intègre avec nos joueurs. Et quelqu'un qui commence peut vraiment apprendre et pas laisser seul sur une glace. Là. Quand je me suis préparé pour l'entrevue, j'ai eu de la misère à dormir cette nuit parce que je me disais, il doit y avoir des meilleures stratégies que juste utiliser un balai. Puis je me suis dit, pourquoi pas un balai électrique pour balayer pendant qu'on joue? Qu'est-ce que vous dites de ça? En fait, ça prendrait plus qu'un balai électrique, ça prendrait quelque chose qui peut réchauffer la glace. Le but de l'exercice avec les brosses, c'est de réchauffer la glace de façon à ce que on crée sur la surface de la glace une micro-pellicule d'eau qui permet à la pierre de glisser plus loin. Si vous remarquez, quand on regarde les glaces, c'est pas une glace comme au hockey. Là. Quand on regarde de plus près, c'est une glace qui est plein de petits picots. Nous, on appelle ça des pebbles en anglais, mais on appelle ça des fines gouttelettes. On applique ça avant la partie, fait que ça permet à la pierre de glisser sur ces gouttelettes-là, glacées, qui permet à la pierre d'avancer plus loin et plus vite. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, Jean Aureau, pour l'entrevue. Ça m'a fait plaisir. Et puis nous, on va enchaîner avec un reportage de Mick Landry qui était avec Pépé et sa guitare à la Maison de la Culture. Aujourd'hui, je suis avec l'auteur, compositeur, interprète Pépé. Bonjour. Salut, ça va bien? Oui, toi? Excellent, merci. T'es un gars originaire de Saint-Basile. J'aimerais savoir pourquoi nous as-tu quittés? À l'époque, j'avais 8 ans, donc c'est pas vraiment de ma faute. C'est mes parents qui ont déménagé à Saint-Augustin parce que mon père pouvait travailler à Québec, puis mon frère était rendu pensionnaire à une école. Fait que comme ça lui permettait de ne plus être pensionnaire parce qu'il avait l'air de trouver ça dur d'être pensionnaire. Je sais pas si c'est vrai tout ce que je dis, mais j'avais juste 8 ans, fait que c'est les souvenirs que j'en garde. Mais je suis resté dans le comté après. Je suis allé à Saint-Og. Fait que je suis resté à Saint-Augustin jusqu'à 21 ans. C'est déjà beaucoup trop tard pour partir de chez ses parents. Les jeunes, prenez ça en note. Êtes-vous prêts? Oui! Je conduis mon truck. J'ai besoin de repos. Pépé, ce sont les initiales de ton vrai nom. Quand as-tu fait la conversion et pourquoi? Je participais à Cégep en spectacle, puis il y avait beaucoup de participants solo comme moi qui portaient juste leur nom. Fait que Vincent Gagnon, Geneviève Turcotte, etc. Puis ça me tentait que les gens se souviennent de mon nom. Je voulais qu'il y ait avoir un nom qui était facile à retenir. Fait que j'ai pensé à ça, Pépé, parce que j'ai jamais été très bon pour trouver des noms de bandes ou des noms d'artistes. Mais ça m'a collé à la peau, finalement, parce que finalement, Pépé, c'est quelqu'un qui a du pep, c'est sympathique, puis en même temps, ça vieillit bien. Je me vois bien Pépé, sa guitare à 92 ans, encore en train de gratter ma guitare. Fait que voilà, c'est juste un bel addon. Jusqu'à aujourd'hui, tu as fait 5 albums. Parle-nous-en un peu. Est-ce que ton style a évolué? Ben, j'ai été en recherche de mon Pépé pendant tous ces albums-là. Tu sais, les 2 premiers albums, mon premier album il était full acoustique parce que j'avais pas eu moyen de faire autre chose, fait que j'ai fait tous les instruments moi-même. Deuxième, il était plus ambitieux. Je voulais faire tous les instruments encore moi-même, mais là, rajouter de la guitare électrique, du drum. À cause de problèmes électriques au chalet, on n'a pas été capable. Fait que j'ai fait un album acoustique pareil. Puis là, c'est comme devenu mon son. Pépé, sa guitare, mais je m'en suis pas rendu compte à l'époque parce que moi, je voulais encore faire du rock parce que j'étais un gars de punk, puis de metal, puis de rock'n'roll à la base. Fait que j'ai fait d'autres albums quand j'ai eu les moyens. Ça s'est mis... ça a levé un peu, justement, avec le deuxième album. J'ai fait des vidéoclips, etc. Fait que j'ai fait des plus grosses productions. Jusqu'au dernier, justement, qui est vraiment un retour aux sources...
parce que justement, tout le monde essaie de se démarquer dans la vie, que peu importe c'est quoi ton entreprise, qu'est-ce que tu veux vendre dans la vie. Puis j'ai réalisé que j'avais cette capacité-là de faire un show tout seul avec une guitare, dans le fond, ce qui est assez rare, finalement, d'être capable, pendant 2 heures de temps, tu as juste une guitare puis une voix, puis les gens en redemandent encore, puis ça chante, tout le monde en chœur. Faut dire qu'en spectacle, le public vient comme un autre instrument parce que ça chante, puis ça danse, puis ça tape des mains, puis c'est vraiment... Ça vient comme un show rock, tout seul à la guitare. Puis je me démarque plus en faisant ça qu'en étant en band. C'est une très longue réponse à ta question, mais j'ai tout donné. Mais c'est excellent. En parlant de band, tu faisais partie d'un band Flying Vomit? T'es très bien informé. Oui, Flying Vomit ou Vomi Volant, si vous voulez. On est allé faire un show en France à un festival de musique universitaire là-bas, alors que les gars avec qui je jouais ils n'allaient pas à l'école, dans le fond, puis moi, j'allais pas à l'université non plus. Mais j'avais connu les gens de l'organisation là-bas après que je sois allé à cause que j'avais gagné à Cégep en spectacle. Fait que quand j'ai commencé Pépé et sa guitare, je jouais encore avec Flying Vomit. Puis là, on s'est dépêché pour enregistrer un dernier album, si on veut. C'est plus des démos qu'on a tapés de même pour essayer de garder des souvenirs. C'est des souvenirs sonores qu'on garde. Mais bref, oui, Flying Vomit, c'est mon passage punk. Je parlais justement que j'étais un punk. Ben, c'est ça. C'est ça. Tu as fait plus d'1 millier de spectacles partout au Canada, en France un peu aussi. Et puis ce soir, à la Maison de la Culture, que nous présentes-tu? Ben, un melting pot de toute cette expérience. En fait, je fais jamais juste mes nouvelles tunes. Je fais tout le temps mes bonnes vieilles tunes qui marchent tout le temps, que j'aime faire. On va se gâter à soir, on va sortir le ukulélé un peu plus qu'à l'accoutumée parce que je me suis ennuyé de mon ukulélé. Puis sinon, on fait des nouvelles tunes qui sont pas en disque encore parce que je suis en train de préparer mon 7e album parce que j'ai fait 5 albums de compo, mais j'ai fait aussi un album de cover qui s'appelait Pépé Ghost Français. Mais bref, là, ça va être un album de compo, puis les meilleurs. Puis on va checker ça à soir. Ça donne le goût, hein? Et ça commence avec un couplet. Fait que calmez-vous! Et puis, parle-nous de tes prochains projets. Des albums, des capsules. Je suis en train de... Bon, c'est ça, faut pas trop que je m'avance là-dessus, de quoi je peux parler. Non, c'est ça, c'est surtout des nouvelles collaborations, nouveaux shows avec Mathieu Cyr, en humour et en chanson. Je fais un nouveau show avec mon oncle Serge. Nouveau spectacle de Pépé et sa guitare. Cet été, les festivals, je prépare mon album. Je participe à la production aussi d'un album de reprise de chansons des années 60. À l'époque, ça s'appelait les 24 chansons millionnaires. Puis on fait la reproduction de cet album-là avec des tunes comme Miss Bonnie Maroni et Méo Penché. Puis j'ai bien du fun. C'est ça. Bref. Pas le temps de m'ennuyer. Parfait. Ben, je te remercie beaucoup pour l'entrevue. De rien là. Merci, mec. Ça fait plaisir. Dimanche le 12 avril à la Maison de la Culture Georges-Hébert-Germain, les familles de Donnacona étaient invitées à venir profiter du cinéma jeunesse malgré une température de printemps. Plusieurs d'entre vous se sont présentés pour le film Les Croods, tout en profitant d'un popcorn bien chaud. La ville aura 100 ans. Ça serait donc bien plaisant si on pouvait revenir voir le conseil et revenir faire un conseil comme dans le temps. Mercredi le 22 avril se déroulait une soirée bien spéciale. Les membres du conseil municipal de 2015 se sont déguisés afin de reconstituer la cérémonie de la fondation de la ville de 1915. Humour, nostalgie et surtout fierté étaient au rendez-vous. Donc, on a une proposition à 100 $
par année pour un contrat de 2 ans, 60 heures semaine. Vers le sud-ouest et le nord-est, et le nord-ouest, la rivière Jacques-Cartier. Sera détaché de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste-des-Écureuils et formera une municipalité séparée sous le nom de la municipalité du village de Donnacona à partir de ce jour. C'est ce qui termine l'émission. Mon nom est Nicolas Proulx. Revenez-nous le mois prochain pour une autre édition de Vision Donnacona au visiondonnacona.com.